Je vous présente la réanimation cardio-respiratoire et la défibrillation à mon cours d'éducation physique. Pour commencer, nous allons voir succinctement l'anatomie et la physiologie. L'appareil respiratoire donc, comporte bien sûr la bouche, le nez, les voies respiratoires et les muscles de la cage thoracique, le diaphragme qui est un muscle inspirateur et les deux poumons. Son rôle est bien sûr de faire les échanges entre l'oxygène et le CO2, entre le corps et l'extérieur. Alors schématiquement ici, vous avez ici la bouche et le nez. L'air passe par ces conduits-là, rentre par la trachée, se divise en deux bronches. Et vous avez vu que c'est comme un arbre, ça se ramifie et au bout des arbres, il y a les feuilles et ici ce sont les alvéoles. Il y a les échanges gazeux qu'uniquement au niveau des alvéoles. C'est ce qu'on appelle aussi les grappes de raisin. On a aussi l'appareil circulatoire. Il est composé du cœur, du sang et des vaisseaux sanguins. Et lui, bien sûr, il va transporter, grâce au sang, l'oxygène, le CO2 et les éléments nutritifs nécessaires à la survie des cellules de tout le corps. Alors regardez ici la petite circulation, c'est la circulation où le sang bleu ici de tout le corps qui est riche en CO2, il va passer ici dans l'oreillette droite, ventricule droit, il va passer ensuite dans l'artère pulmonaire pour être, regardez à la flèche blanche ici, oxygéné, donc le sang va devenir rouge, alors ce sang-là va aller par la veine ici pulmonaire à l'oreillette gauche, puis il va aller dans le ventricule gauche, et puis le sang va être éjecté ici dans toute la circulation du corps par l'artère aortique, on appelle ça la crosse aortique, elle a une forme de crosse, et ça va aller irriguer le cerveau, bien sûr, le cœur, le foie, les intestins, les reins et tous les organes au niveau du corps. Alors, l'appareil respiratoire et circulatoire travaillera bien sûr ensemble. Alors, pour rappel, il y a 21% d'oxygène dans l'air ambiant. Lorsqu'on respire et qu'on prend cet oxygène-là, on rejette seulement 16%. Ce qui est la preuve qu'on a consommé, ici dans mon exemple, 5% au repos par exemple. 5% d'oxygène. Donc c'est la preuve que le corps utilise avec ses cellules une partie de l'oxygène pour pouvoir vivre. Alors il faut bien sûr la combinaison des deux, de l'appareil respiratoire et circulatoire, pour fournir bien sûr les mécanismes d'échange de gaz. L'un ne va pas sans l'autre. Alors dans la réanimation cardio-pulmonaire, on parle de chaîne de survie. Au fait, ce sont des étapes nécessaires à la survie d'une victime qui est en arrêt cardiaque. Si une de ces étapes-là est passée, donc si on fait par exemple, on appelle le 112 mais qu'on ne fait pas la RCP, les chances de survie de la victime est très faible. Elles sont très faibles. Donc il faut faire ça dans cet ordre. Donc identifier le problème, que ce soit une crise cardiaque, un infarctus, donc un problème au niveau du myocarde, du cœur. Et donc là c'est un problème cardiaque avec des picotements qui peut aller dans la mâchoire gauche jusque dans le bras gauche et on a une douleur en étau au niveau de la poitrine. Donc quand on identifie des signes comme ça, par exemple pour l'infarctus, le réflexe est directement de faire appeler le 112, c'est le numéro européen dans toute l'Europe, ou d'appeler soi-même si on est tout seul. Ensuite, le deuxième maillon de la chaîne de survie, c'est la réanimation cardio-pulmonaire, la RCP. Donc là, il faut savoir réaliser des compressions thoraciques et une ventilation artificielle pour maintenir en vie la victime jusqu'au moment où les secours arrivent. Et la cerise sur le gâteau, si on a un défibrillateur, bien sûr, soit si on est tout seul d'aller le chercher, ou bien le faire aller le chercher si on est dans un endroit qui en contient un comme à notre école. Il y en a un dans le couloir administratif, à côté de la secrétaire accueil quand on rentre dans le couloir administratif de l'école. Et alors ensuite, si on utilisait bien sûr le défibrillateur, et puis le corps médical, si on a fait le 112 et qu'on a bien dit qu'il y avait un arrêt cardio-respiratoire, ou un arrêt respiratoire, le personnel téléphonique va téléphoner donc au SMUR, au service médical d'urgence. Donc c'est là où le médecin se trouve dans la voiture, ou bien et l'infirmière
avec le pompier qui conduit la voiture. Et alors, ils vont appeler aussi bien sûr l'ambulance pour aller directement sur le lieu. Et donc là, on va amener les sauveteurs, donc les ambulanciers et le corps médical et paramédical sur place pour gagner du temps. Et donc eux vont travailler avec des drogues, ils vont injecter tout ce qui est hormones, adrénaline pour refaire démarrer le cœur, ils vont mettre des antiarythmiques, etc. avec perfusion. Et donc il faut vraiment respecter cet ordre-là pour avoir une grosse chance de survie au niveau de la victime. Alors le but de la réanimation, c'est rétablir artificiellement les fonctions cardio-respiratoires. Donc nous, avec nos mains, on va comprimer la cage thoracique. Donc en dessous de la cage thoracique, il y a le cœur. Donc le cœur va être comprimé et on va envoyer le sang partout dans le corps. Pas comme si c'était un débit sanguin réel au repos, mais on va rétablir 30% de cette circulation-là grâce à nos gestes avec les mains. Alors on va aussi conserver la respiration, donc on va donner de l'oxygène à la victime en insufflant de l'air dans la bouche de la victime. Et comme quand nous on souffle de l'air dans la bouche de la victime, il y a 16% d'oxygène. Il y a largement assez pour que l'organisme se remplisse d'oxygène et que l'oxygène passe dans le sang de la victime. Donc nous, on va faire soit un bouche à bouche ou un bouche avec un pocket mask. Donc on appelle ça un bouche à masque. Alors les buts de la réanimation servent bien sûr de conserver la perfusion du cœur et du cerveau. C'est les deux organes les plus importants au niveau du corps. Et éviter bien sûr le passage de la mort clinique vers la mort biologique. Alors c'est quoi ça éviter le passage de la mort clinique vers la mort biologique? La mort clinique c'est l'arrêt cardio-respiratoire au temps zéro. Et la mort biologique, si on ne fait rien pendant 10 minutes, il y aura une mort cérébrale, une mort au niveau des cellules du cerveau. Et donc ce serait impossible de récupérer la victime. Donc c'est pour ça qu'il faut agir dans les 4 premières minutes. Vous voyez ici sur le chrono, il y a déjà des débuts de lésions qui apparaissent après 4 minutes si on n'en fait rien. Tandis que nous, en tant que sauveteurs, on va prolonger ce temps-là entre la mort clinique et la mort biologique. Donc nous, on va perfuser en faisant des compressions thoraciques sur le thorax de la victime. On va faire circuler le sang. Et en plus, après 30 compressions, on va donner 2 insufflations pour oxygéner aussi le sang, et ainsi de suite, 30 compressions, 2 insufflations. Comme ça, on augmente ce temps-là, et on est alors l'intermédiaire entre nous, sauveteurs, le temps où on agit, et le corps médical qui va arriver par la suite avec les ambulanciers aussi. Alors, les grands principes, donc, de la réanimation, c'est agir rapidement, pour maintenir, bien sûr, on l'a dit tantôt, l'oxygénation des cellules, et on évite ainsi l'hypoxie. Et alors, il faut agir efficacement, donc faire des bons gestes très précis dans les compressions thoraciques, dans les insufflations, pour justement avoir le maximum de chances que le patient survive par la suite et qu'il ait le maximum d'oxygène et une meilleure perfusion au niveau de ses organes. Alors l'hypoxie, c'est quoi? On l'a dit tantôt, c'est une diminution d'oxygène dans le sang. Et donc quand il y a moins d'oxygène dans le sang, les cellules fonctionnent mal, les cellules cellulaires. Les fonctions cellulaires fonctionnent un peu plus mal. Alors il y a une souffrance au niveau du cerveau qui apparaît. On l'a vu tantôt, déjà après 4 minutes, à partir de 4 minutes. Et alors, on a aussi un œdème des tissus qui apparaissent. C'est des gonflements au niveau des tissus. Et ça, au niveau des capillaires, comme il y a des cellules au niveau des parois du capillaire, il y a des cellules qui vont mourir comme elles n'ont pas d'oxygène. Et donc, il y a du plasma sanguin qui va aller sous la peau et qui va former alors des œdèmes. Alors, les différentes étapes de la réanimation. Les grandes étapes, c'est se maîtriser. Donc, faut bien souffler avant d'agir. Vérifier la sécurité pour éviter le suraccident. On le verra par la suite. Donc, quand on arrive sur un lieu où il y a un arrêt cardio-respiratoire ou autre chose, c'est d'abord vérifier s'il n'y a pas de problème qui pourrait venir entraver
la réanimation et entraver la sécurité du sauveteur, de la victime et des personnes aux alentours. Et alors la troisième grande étape, c'est bien sûr évaluer la victime et la secourir. Alors se maîtriser, tout d'abord, on l'avait dit en premier lieu, un exemple ici, un ambulancier par exemple ici qui a 8 sur 10 de compétences, donc qui s'entraîne régulièrement. Au temps zéro, donc je vais voir avec la petite flèche ici, au temps zéro, au moment où il y a un arrêt cardiaque, cardio-respiratoire, et qui doit agir, regardez chez tous les pompiers, chez toutes les personnes paramédicales, médicales qui font des interventions au niveau de la réanimation, pendant les 2-3 premières minutes, il y a une diminution des compétences, ce qui est normal. Le pompier ou l'ambulancier ou le sauveteur doit gérer ses émotions et il lui faut un petit temps pour remettre tout dans l'ordre par la suite. Donc pendant les 2-3 premières minutes, on peut chuter par exemple ici de 8 à 5, mais il y en a qui chutent, par exemple, qui savent contrôler un peu mieux leur stress, qui chutent de 8 à 6, à 7, et puis le niveau de compétence redépasse même le niveau de compétence initial après 2-3 minutes. À l'inverse, si on n'est pas entraîné, qu'on a son brevet de réanimation et après on s'entraîne plus jamais, après 3 ans, on a une réanimation à faire, qu'est-ce qui se passe? Le niveau de compétence est diminué puisqu'on ne s'est plus entraîné, donc il est par exemple à 4. On va paniquer et on ne saura plus ce qu'on devra faire. Et vous voyez que le niveau de compétence peut chuter jusqu'à 0. Et là, la victime ne sera pas sauvée correctement. Et très peu de chances de survivre. Alors, on l'a dit tantôt, la deuxième grosse étape de la réanimation, c'est approcher en sécurité. C'est pour éviter tout danger, on l'a dit tantôt, pour le sauveteur. Exemple, il arrive sur un lieu où il y a une vitre cassée et il y a une personne qui est à terre en arrêt cardio-respiratoire. La première chose qu'il faut faire, c'est retirer tous les débris de verre pour pas que le sauveteur se blesse. Si la victime, par exemple, saigne, c'est mettre des gants. C'est ça, approcher en sécurité et pour éviter tout risque de suraccident. Pour la victime, si par exemple elle est à côté d'un mur qui risque de s'effondrer, c'est la dégager de cet endroit-là avec une prise par exemple Brotec qu'on peut voir dans le DVD et la mettre un peu plus loin, 2, 3, 4 mètres plus loin pour éviter qu'elle soit blessée. Et alors pour les autres personnes qui sont aux alentours, ça peut être de la famille ou d'autres personnes. Alors qu'on a fini de vérifier s'il n'y a rien, donc si on s'est maîtrisé, qu'on a vérifié que la sécurité est là, il faut faire un premier test qu'on appelle un test de conscience. On vérifie si la personne réagit. Comment est-ce qu'on fait ce test-là? C'est un test qui se fait, par exemple, oh madame, vous m'entendez? Oh madame, oh répondez madame. Très court, ça doit être pas plus que 4 secondes. Donc on appelle d'une voix ferme la victime, on secoue légèrement et prudemment les épaules pour essayer de la stimuler. La personne est inconsciente, je suis tout seul dans la pièce ou s'il y a quelqu'un, on appelle de l'aide. Oh, si je suis tout seul, je dis, oh, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un pour m'aider? Alors maintenant, si il y a quelqu'un à côté de moi, je dis, reste à côté de moi, j'aurai sûrement besoin de toi après. Donc on a 2 cas de figure qui peuvent se poser. Voilà. Alors, ensuite, dès que j'ai appelé de l'aide, j'ouvre les voies respiratoires. Donc, je vais basculer la tête en arrière et je vais faire, on appelle ça, donc on bascule la tête en arrière et on soutient la pointe du menton. Alors, regardez à quoi ça sert. Donc, ici, avec ma main, ici, je vais faire une prise en pince de crabe avec le pouce index au niveau du front. Je bascule la tête en arrière et avec l'autre main, 2 doigts en dessous de la pointe du menton, je vais tirer et alors avec le pouce je tiens le menton par le dessus et je vais tirer ce menton vers moi, vers le plafond. Alors ça permet quoi? Ça permet ici, regardez sur la photo, là il n'y a rien qui se passe, regardez la base de la langue obstrue les voies supérieures hautes. Quand on ne fait rien et que la personne est inconsciente bien sûr. Alors maintenant quand je bascule avec mes mains, regardez, le tuyau il s'ouvre, donc l'air pourra passer. Donc ici je vais faire dans mon premier test, voir, entendre, sentir. C'est ce qu'on appelle le VES. Vérifier la respiration, voir, entendre, sentir. On fait ça jusque 10 secondes.
voir quoi? Le mouvement de la cage thoracique qui bouge ou au niveau de l'abdomen, entendre quoi? Le bruit de la respiration, et sentir quoi? Le souffle de la respiration de la victime sur ma joue. Pas au niveau de l'œil parce que c'est une source d'infection, l'œil. Alors, si je vérifie la respiration 10 secondes et je vois que la personne respire, hop, je la mettrai en PLS, position latérale de sécurité. On le verra dans ce DVD, dans la rubrique PLS. Si la personne ne respire pas, ben, j'ai fait un test respiratoire. Donc, j'ai ouvert la respiration 10 secondes et j'ai vérifié, il n'y a rien qui se passe, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien senti. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement appeler les secours si je suis tout seul. J'ai fait le 112, numéro européen. Ou bien, la personne que j'ai demandé qu'elle reste à côté de moi pour de l'aide précédemment, je lui demande qu'elle appelle elle-même le 112. Et en plus, je lui dis, dans notre école, à Evere, on a un défibrillateur. Il se trouve dans le couloir administratif, à côté de la porte de la secrétaire accueil. Et là, elle est dans une boîte verte. Tu le prends, le défibrillateur, et tu viens le ramener aussi près de moi. J'en ai besoin le plus rapidement possible. Ok, 112 et défibrillateur. Et passe en même temps chez le préfet ou bien la secrétaire pour la prévenir. Alors, quand j'ai fait ceci, directement, si c'est moi qui le fais, l'opératrice qui sera au téléphone, elle a un listing avec une rubrique où elle va me demander qui je suis, donc je vais donner mon nom, elle va demander où je me trouve, je devrais donner le lieu où je me trouve, donc avenue Constant Permec numéro 2, 1140 Evere pour notre école. Et alors je vais signaler qu'ici il y a un arrêt respiratoire, cardio-respiratoire, ici c'est un adulte. Voilà, alors si maintenant on n'est pas formé pour la réanimation, c'est mieux de faire quelque chose que de ne rien faire. Donc l'opératrice va nous demander de mettre notre téléphone sur haut-parleur et elle va nous donner les instructions à suivre pour qu'on puisse déjà comprimer en entendant les secours. Mais nous, comme nous serons formés en réanimation cardio-pulmonaire et en défibrillation, eh bien on va savoir le faire correctement et on peut le dire à l'opératrice, j'ai mon brevet, je vais directement opérer les procédures de réanimation, de compression thoracique et de insufflation. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'on doit faire après? Donc, quand on a fait ça, on fait 30 compressions thoraciques, qu'on a appelé les secours et qu'on a pris le défibrillateur, qu'on a demandé d'aller le chercher. On fait 30 compressions thoraciques. Alors, comment est-ce qu'on fait compression thoracique? On pose le talon de la main sur le sternum, au milieu du thorax. Et la deuxième main, on la superpose au-dessus de la première et on entrelace ses doigts. Regardez ici, les épaules sont bien à l'aplomb au-dessus des mains. Les bras sont tendus comme un piston. Les plis des coudes sont dirigés vers l'avant pour éviter qu'ils se plient. Et là, on est parti dans un rythme de 100 à 120 compressions thoraciques par minute. Donc c'est assez rapide. Faire attention que la vitesse de descente du thorax et la vitesse de remontée du thorax doit être plus ou moins égale pour éviter d'appuyer fort et de revenir doucement. Plus ou moins le rythme, ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Regardez ici où on met ses talons de main. Regardez au niveau de la zone verte, juste au-dessus du sternum. Pas trop bas, parce qu'il y a l'appendice xiphoïde. Ici, regardez avec ma flèche, c'est un petit os qui peut se casser. Et peut-être provoquer un pneumothorax si on le casse. Donc c'est pour ça qu'il faut bien le mettre au milieu du thorax. Alors ensuite, quand j'ai fait mes 30 compressions, je vais effectuer 2 insufflations. Avec pocket mask ou sans pocket mask. Avec pocket mask si j'en ai un sur moi, ou sans pocket mask si maintenant je connais la victime et que j'ai pas de risque d'avoir un suraccident parce qu'elle a une hépatite par exemple, ou bien qu'elle a un pneumocoque au niveau des bronches et des conduits respiratoires. Regardez ici la technique pour insuffler. Il y aura 2 techniques différentes. Je vous en montre une en photo ici. Donc là, on appelle ça le head tilt et chin lift ensemble, avec les 2 pouces sur le bord du masque. Et je tire avec mes doigts
index majeur annulaire, ici la mâchoire vers l'arrière et je la maintiens. J'ouvre les voies respiratoires et j'insuffle. 2 fois en m'écartant à chaque fois de la valve. Alors il y aura une autre technique que je vous montrerai dans la vidéo, dans le DVD, dans un autre chapitre. RCP et DEA, étape par étape. Là je vous montrerai comment est-ce qu'on fait comme pour le VES en pince de crabe et avec un pocket mask. Je vous le montrerai par la suite. Alors, il peut y avoir un cas particulier si maintenant les insufflations ne passent pas, soit on n'a pas basculé la tête assez fort vers l'arrière. Il ne faut pas faire d'hyperextension, mais il faut un peu s'adapter et tirer un peu plus. Si maintenant ça ne passe pas non plus, il faut voir s'il n'y a pas des fuites non plus au niveau du pocket mask quand on souffle. Soit on souffle trop fort et il y a des fuites, soit il faut souffler vraiment lentement, progressivement. Et maintenant, si ça passe pas, on doit suspecter, c'est ça le cas particulier ici, une obstruction des voies supérieures hautes. Donc là, on doit alors effectuer des compressions thoraciques, comme quand on fait une réanimation, mais on n'en fait seulement que 5. Alors après 5 compressions thoraciques, on regarde dans la bouche s'il n'y a pas un objet, un morceau de viande, ou par exemple on a en piscine un morceau de planche qui est dans la gorge, et là on le retire. Et alors, on enchaîne donc ces 2 insufflations et puis ces 30 compressions. Et on fait ça jusqu'au moment où les secours arrivent ou qu'une personne nous relaie. Alors là, on peut se relayer toutes les 2 minutes. On fait 4-5 cycles de 30 compressions, 2 insufflations en 2 minutes, puis on échange les rôles. Comme ça, la qualité de la réanimation est gardée. Ou jusqu'au moment, on fait cette réanimation jusqu'au moment, jusqu'à épuisement si on est dans les Alpes, que l'ambulance, il lui faut 30 minutes pour venir en aide, donc il faut faire ça jusqu'à épuisement. Ou jusqu'au moment où la personne se revient à elle ou se réveille. Alors ici, 30 compressions, il faut les faire, donc quand on dit 100 à 120 compressions thoraciques par minute, c'est un rythme de 30 compressions thoraciques en plus ou moins 16-18 secondes. Et 2 insufflations en plus ou moins 5 à 6 secondes. Si la victime reprend conscience, que fait-on? On la réconforte, on la couvre pour qu'elle garde une certaine température, pour pas qu'elle chute au niveau température. C'est important que le corps reste à 37 degrés. Et on vérifie régulièrement les signes de vie. C'est quoi? C'est voir si elle respire, voir si elle est toujours consciente. Donc on vérifie si la peau a toujours une couleur rougeâtre et pas bleuâtre. Donc tout ça. La toux aussi, c'est aussi un signe de vie. Donc si la personne tousse, c'est qu'elle est en vie. Ensuite, si on arrive avec les 2A, si la personne à qui j'ai demandé d'aller chercher le 2A, elle arrive pendant ma réanimation, pendant que je fais mes 30 compressions, 2 insufflations, et la personne est toujours en arrêt cardio-respiratoire. Dès que j'ai le défibrillateur, dès qu'on me le dépose, j'arrête tout et je l'utilise. Je l'active, j'appuie sur le bouton Power pour l'activer. C'est le bouton qui est vert généralement sur les défibrillateurs. Ils ne sont pas tous les mêmes. Généralement, il y a des défibrillateurs, quand on ouvre le couvercle, ils s'allument automatiquement. Il y en a d'autres où il faut appuyer sur le bouton. On appuie sur le bouton Power. Et après, on suit les instructions vocales. Et à partir de là, vous pouvez voyager dans mon DVD. Il y a le DEA, une démonstration, et alors le DEA avec étape par étape, avec la RCP. Donc là, vous pouvez regarder les images en vidéo. Voilà, je vous remercie. Et alors, bon courage pour vos examens. À bientôt.